va accueillir Gauthier Bouchenoir qui va nous présenter l'économie de fonctionnalité au service des bâtiments. Pour le présenter, Laissez-moi lui faire une petite présentation! Gauthier est étudiant à la maîtrise en génie des énergies renouvelables et efficacité énergétique à l'ETS. Il est aussi impliqué dans la fresque du climat, la fresque de la biodiversité et la fresque de l'économie circulaire. Je lui laisse la parole. Le pointeur est ici. Micro. Tu veux que je me mette là ou... Tu peux te monter ici, tu peux mettre là. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi aujourd'hui je vais vous parler de l'économie de fonctionnalité et donc comment elle fonctionne et comment elle est appliquée au bâtiment et est-ce qu'elle peut permettre de réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Voilà. Avant de vous parler d'économie de fonctionnalité, je vais recontextualiser un petit peu en vous parlant de dans quelle économie nous on se situe. Et pour ça, on va rentrer dans la vie d'une voiture. Donc, qu'est-ce qu'une voiture ? Au départ, c'est des ressources qu'il faut extraire, puis qu'on va transformer pour fabriquer des voitures. Et ensuite, on va les distribuer avant d'arriver dans les mains du client ou de l'usager. Et une fois qu'on a utilisé cette voiture-là, elle arrive en fin de vie, donc quand elle ne peut plus être utilisée. Et là, la plupart du temps, maintenant, elle se retrouve à la poubelle. Voilà. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est la montagne de valeurs. Donc, c'est en ordonnée la valeur du produit, donc la valeur de la voiture. En abscisse, c'est le temps. Et finalement, en fait, là, on a vu que la voiture, au début, c'est des ressources, puis elle est transformée, puis elle est distribuée. Ça, c'est le premier pilier. C'est la phase de pré-usage où la voiture va prendre en valeur. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est l'usage. Donc là, la valeur reste à peu près constante, la valeur du produit. Et finalement, on arrive en fin de vie. Donc, le dernier pilier, le post-usage, où là, elle perd complètement de sa valeur. Donc, finalement, nous, maintenant, actuellement, on cherche à minimiser l'usage et du coup la fin de vie aussi. On parle souvent d'incinération ou de stockage pour créer sans cesse de la valeur et donc retourner au début de boucle, donc à l'extraction. Donc la valeur est liée à l'extraction des ressources. Voilà. Nous, on va s'intéresser à la phase d'usage pour l'économie de fonctionnalité. Donc comment on peut changer ça ? Et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien de temps une voiture reste stationnée lors de son usage ? À peu près. Je sais pas si... 92 ? C'est ça. Bien joué. C'est 92% du temps. Eh ben, la voiture reste stationnée. Voilà. Donc, maintenant, parlons d'économie de fonctionnalité. Donc, comment changer ça ? Donc, au lieu de vous proposer d'acheter une voiture, eh bien, on va vous proposer plutôt un service. Donc, un service, on vous met à disposition des voitures en échange d'un abonnement. Et donc, on ne vend plus le bien, donc on ne vend plus la voiture, mais on vend le service. Et ça s'accompagne de quoi ? Ça s'accompagne aussi de tout ce qui va avec. Donc, plus besoin de se charger de la maintenance, du stationnement et de l'essence. Voilà. Donc ça, c'est l'économie de fonctionnalité. C'est vendre le service d'un bien et non le bien en lui-même. Et ça nous permet de venir allonger ici la phase d'usage.
Donc on essaye de surfer un petit peu sur la valeur du produit. Voilà. Bon, je vous ai parlé de voiture, mais le meilleur moyen de transport, ça reste le vélo. Voilà. Et donc finalement, maintenant, dans le bâtiment, donc on va appliquer ce concept-là au bâtiment. Donc au lieu de vous vendre ici des systèmes de chauffage ou des climatiseurs qui seront directement dans votre bâtiment, eh ben, il existe ce qu'on appelle des centrales de chauffage et de refroidissement urbaines, que j'ai représentées ici. Et ça, en fait, ça produit de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc au lieu de vous vendre des systèmes, eh bien, on va vous vendre de l'eau chaude et de l'eau froide. Et ici, il y a la centrale de chauffage et de refroidissement urbaine qui s'appelle Énergir, donc qui est dans le downtown. Et c'est 5 chaudières, c'est 4 refroidisseurs, et ça envoie justement de l'eau chaude et de l'eau froide à peu près une quinzaine de bâtiments. Voilà, donc moi je travaille sur ce projet-là. C'est pour... je viens calculer les bénéfices qu'il y a en utilisant la centrale de chauffage et de refroidissement urbain comparé à des systèmes de chauffage et de refroidissement classiques finalement. Donc pour ça, moi je travaille sur un bâtiment qui est dans le downtown, justement, qui est connecté à la centrale de refroidissement et de chauffage urbaine Énergir. Et donc ce bâtiment, je l'ai représenté ici là qui consomme là ici 2 piles. On va parler en termes de piles pour les consommations énergétiques, parce que ce sera plus simple. Et donc ici, il consomme 2 piles. Donc pour calculer les bénéfices en utilisant cette centrale, je viens modéliser le bâtiment donc sur un ordinateur. Sauf que quand on modélise pas parfaitement bien à chaque fois. Donc ici, vous voyez par exemple mon modèle, là il consomme 4 piles. Sauf que moi je voudrais qu'il soit exactement comme le bâtiment qu'il y a dans le downtown. Donc il consomme uniquement 2 piles. Et donc pour ça, je vais venir appliquer ce qu'on appelle la calibration. Donc ça permet de faire en sorte que mon modèle de bâtiment il soit exactement pareil que le bâtiment qu'il y a en ville. Donc là on voit qu'il est pareil. Et une fois qu'il est pareil, eh bien ici, je viens prendre exactement mon modèle, sauf que je vais venir juste changer les systèmes qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais venir mettre des systèmes dits classiques, et ensuite je vais juste comparer ces 2 modèles. Je vois combien consomme mon deuxième modèle, et je vais venir soustraire du coup les deux consommations et voir eh bien, quels sont les bénéfices. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis à la première phase. Donc je suis en train de finir mon modèle. Et ensuite, je vais passer à la phase de calibration. Et ensuite à la phase de comparaison. Voilà. Il y a déjà... donc pour répondre à la question initiale sur est-ce qu'il est possible de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, pour l'instant, il y a un projet qui a déjà été réalisé, mais avec une autre méthode. C'était par rapport à l'empreinte carbone. Et il a été conclu que utiliser par exemple une chaudière à gaz naturel, eh bien, ça augmente de 12% les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Avant, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à participer tout d'abord à une fresque du climat. Donc c'est un atelier de sensibilisation. C'est sous forme d'un jeu de 42 cartes. Et en fait, vous devez remettre en ordre de cause à conséquence ces cartes-là, et pour comprendre les enjeux liés au changement climatique. Et ensuite, il y aura une partie aussi avec quelles actions personnelles et collectives vous pouvez mettre en place. Et il y a aussi, récemment qui a été sortie la fresque de l'économie circulaire. Et ça permet de comprendre justement comment fonctionne l'économie circulaire via le même type d'atelier avec des cartes. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Un, deux, un, deux. Super. Alors, merci beaucoup d'abord pour ta présentation. Je voulais savoir, là, on a vu présentement dans Attendez, c'est parce que j'ai eu ma question et je ne l'ai pas formulée dans ma tête. OK, est-ce que tu serais capable de me donner d'autres exemples qui ont déjà été appliqués et qui fonctionnent présentement? On a eu des exemples avec l'énergie, la voiture, mais exemple, est-ce que des biais plus de consommation sont plus... N'est-ce pas? Est-ce qu'il existe d'autres exemples? Ouais, par exemple, je sais pas, il y a les imprimantes, c'est Xenox, je crois, il me semble. Donc en fait, c'est juste une entreprise qui vient installer des imprimantes, mettons, dans des universités. Et en fait, elles sont rémunérées via le nombre de copies qui ont été faites. Et elles vendent pas l'imprimante en elle-même. Ou alors, je sais pas, par exemple, il y a les pneus Michelin aussi. Donc on vend plus un kilométrage de pneus que le pneu en lui-même. Et ensuite, on remplace le pneu. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. Veux-tu m'expliquer davantage le pneu Michelin? Dans le fond, c'est qu'on loue le pneu pour un certain kilométrage? J'ai pas de voiture, désolé. Tu vends un kilométrage de pneu. Donc ça veut dire que tu garantis au client que le pneu va te permettre de faire tant de kilomètres. Et ensuite, il est remplacé par Michelin. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui. Tu permets en fait, pour l'économie de fonctionnalité, à la base, parce que je connais bien le fondateur un petit peu du concept, là, qui est un Suisse, que j'ai eu l'occasion d'avoir comme professeur invité en 2014. Le concept de base de l'économie de fonctionnalité, effectivement, c'est de vendre une performance d'usage plutôt que le produit lui-même. Mais en principe, à l'origine, c'est le manufacturier, en fait, qui met en œuvre la performance d'usage. Donc, la propriété du produit lui appartient. En fait, l'usage, en fait, c'est le client, évidemment, qui en dispose. Et pour les pneus en question, comme Michelin, en fait, ce n'est pas des pneus de véhicules de tourisme, c'est des pneus de flotte de véhicules de camions lourds. Michelin demeure propriétaire des pneus, s'occupe évidemment d'entretenir les pneus, de changer les bandes de roulement lorsque le pneu arrive en bout de cycle. Et lorsque le pneu est plus bon du tout pour accomplir sa fonction, Michelin le récupère, va déréticuler le caoutchouc et s'en servir comme matière première pour fabriquer autre chose. Alors, l'idée de l'économie de fonctionnalité, à l'origine, c'est d'avoir une boucle fermée entre le manufacturier et les clients, de manière à ce que le manufacturier ait toujours, évidemment, un contrôle sur la fin de vie de ses produits et toujours accès à avoir, en fait, un stock de ressources qui lui permet, en fait, d'éviter l'extraction de matières premières vierges. Juste pour précision. C'est ça. Merci. Voilà. Dans les bâtiments que tu as présentés, c'était des anciens bâtiments que tu connectais à des centrales de refroidissement et de chauffage? Ils sont encore existants. Ouais. Ouais, vas-y. Y a-t-il des manières d'intégrer des solutions d'énergie passive sur des bâtiments déjà existants pour des grands bâtiments résidentiels? Est-ce que c'est possible d'en faire des simples qui s'intègrent rapidement? Donc de remplacer la centrale par... Énergie passive, ça peut être des panneaux solaires que tu mets sur le côté du mur, des murs qui absorbent de la chaleur. Alors, ça, je t'avoue, je suis pas fin connaisseur des énergies passives, mais par exemple, la centrale la centrale à Énergir, la centrale de chauffage et de refroidissement, elle a rajouté en place justement des panneaux solaires, et notamment des panneaux solaires thermiques pour préchauffer l'air de combustion, et donc augmenter encore en efficacité dans la production de chaleur, par exemple. Voilà. Ok, c'est bon. Merci. Salut. Moi, je connais pas du tout ce que c'est un modèle. Et je voulais savoir, c'est quoi qui fait, quand tu le fais, qu'il y a des différences? C'est quoi les données que tu utilises, puis comment ça se construit, puis c'est quoi qui fait qu'il va y avoir un décalage entre la réalité puisque toi, tu réalises dans ton modèle? Alors, moi, le modèle que j'ai fait, c'est un modèle en géométrie 3D d'abord. Donc là, on a toute la structure du bâtiment avec les types de construction,
le pourcentage de fenestration aussi. Et une fois qu'on a toute la structure du bâtiment, je l'envoie dans un autre logiciel. Et dans les données d'entrée, en fait, je mets toutes les données liées à la dynamique du bâtiment. Donc, c'est l'éclairage, l'occupation, donc combien de personnes par mètre carré. Ça va être plein de données liées à la dynamique. Et en fait, c'est sur le... Donc, ce qui va venir changer, c'est pourquoi on n'a pas la même consommation, c'est ça. Donc ça va être... aussi, je rentre les types de systèmes, justement, de systèmes CVCA, donc de climatisation et de chauffage qui est à l'intérieur. Et en fait, il y a beaucoup de données d'entrée. Et parfois, c'est pas forcément... on n'a pas toutes les données qui sont toutes les données réelles. Donc on est obligé de faire des suppositions, donc de passer par des normes aussi. Et c'est ces choses-là en fait qui vont venir influer sur la consommation du modèle. Et les données que tu as, c'est qui te les donne? C'est les gestionnaires du bâtiment? Oui, c'est ça. Okay. J'ai des devis, par exemple, sur justement les systèmes qui sont en place. Et j'ai des factures énergétiques aussi. Voilà. Merci. Merci. Salut. Je me posais la question, là, tu es en train de calibrer, dans le fond, dans l'étape de calibrage. C'est ça. Puis, avec la comparaison que tu vas faire avec, justement, le modèle, si on veut, calibrer pour intégrer le système centralisé, si on veut, de centrale thermique ou réseau énergétique, est-ce que tu t'attends déjà à avoir une efficacité ou une amélioration de la consommation versus un système qui aurait été justement au bâtiment? Oui, dans l'idée, l'hypothèse c'est ça, c'est que c'est plus efficace. Et donc oui, je m'attends à avoir des bénéfices. Est-ce que tu as un ordre de grandeur? Ouais. Honnêtement, non. OK. Je peux pas donner d'ordre de grandeur. Je préfère pas me... de prononcer. Je veux pas vous décevoir. Non, c'est bon. Puis est-ce que dans la littérature que tu as, est-ce que tu as des exemples, par exemple, ou voir justement, si tu n'as pas d'ordre de grandeur actuellement avec ton modèle, mais est-ce que tu as pu observer d'autres cas de figure? Pour l'instant, un seul, donc qui est vraiment bénéfique. Mais après, justement, c'est pour ça qu'il y a des projets comme le mien, c'est que il n'y a pas encore tant de... Sur les bâtiments, en tout cas, on est en train de travailler sur montrer que c'est vraiment bénéfique. Super, merci. Voilà. Merci.